À l'automne, en fait, les jeunes, ils montaient dans les alpages parce qu'il fallait fermer les chalets, il faut faire quelques réparations, il faut mettre le chalet en état pour qu'il puisse résister à l'hiver. Hein. L'hiver, c'est des mètres de neige là-haut, hein, c'est pas... Voilà. Puis ils avaient tardé un peu là-haut dans la montagne, ils sont redescendus, c'était la pleine nuit. Et ils arrivent à l'entrée du village, et qu'est-ce qu'ils voient dans un pré? Une vache qui traînait une longue corde. Les vaches, c'est comme les chiens, on les connaît toutes. Hein. Ils la reconnaissent, la vache. C'est la vache de François de Caton. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, François de Caton, c'est un bon vieux, il a perdu sa vache, on va lui ramasser sa vache. Et le type partit courir après la vache. Mais la vache se laisse pas faire. À chaque fois qu'ils s'approchent, ils l'entourent, ils prennent la corde, elle les regarde, et puis elle bondit en avant et la corde leur glisse entre les doigts. Alors, c'était comme un espèce de jeu, ils voulaient pas se laisser avoir par une vache, mais la vache les entraîne un peu plus loin là-bas dans le bois. Là. Dans un ultime bond, elle bondit là dans la forêt, et là ils ont entendu comme une explosion, un boom extraordinaire, et il y avait un grand feu avec des flammes de toutes les couleurs et plus de vaches. La montagne hallucinée. Épisode 2. Nuit hantée dans les alpages. Ça, c'est vraiment une légende, hein, parce qu'on ne finit pas, quoi. On peut en rajouter des choses. Et du reste, et après, les vieux, ils embrayaient. Ça, c'est le genre d'histoire qui était bien en début de veillée, parce que derrière, ils embrayaient avec une autre histoire. On a une noisette, on a une sidonie, on a une licorne, une pétale, une pitchoune. Yvonne Pissard, éleveuse à la ferme Montroc. Ça, c'est pour tirer. Là, voilà, là, c'est les pipelets, on appelle ça. Donc, nos griffes. C'est avec ça qu'on traite. Voilà. Après, il y a toute la tuyauterie où le lait passe. Et qu'il arrive par ici. On rentre les vaches tous les soirs et tous les matins pour les traire. Et puis, bon, là, les beaux jours arrivent quand même. On peut avoir encore de la neige mi-mai, mais là, ça va. Donc, voilà, le chaudron. C'est là où tout se joue. Donc, c'est là-dedans qu'on réunit la traite du matin et du soir dans le chaudron. Et avec les deux traites, on fabrique. Je vais juste me laver les mains, je vous montre. On a 30 vaches laitières. Après, on a 50 avec les veaux et les jeunes en tout. On a un cheptel de 50, que de vaches. On a 2-3 poules et un lapin qui se court après, mais c'est tout. Donc là, les fromages du matin. C'est nos tomes. C'est la tome de Montroc. J'ai grandi dans un village, et puis je passais tous les étés dans un petit chalet d'alpage avec mes grands-parents. Jean des Alpes, conteur. Donc sans eau, enfin si, il y avait l'eau du ruisseau, petite source, mais pas d'électricité, donc pas de télévision, pas de téléphone, pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Hein, dans les années 60, il n'y avait pas grand-chose. Et donc j'ai vécu dans ce monde simple avec des grands-parents qui transmettaient des histoires que j'aimais écouter. De toute façon, je n'avais que ça à écouter. Alors, on n'avait pas la radio non plus. Parce que les radios, c'était les radios à piles avec des grosses piles. Donc, il fallait économiser les piles. Les 3/4 de l'année, on est sur Montroc. Et puis après, on monte en alpage de fin juin à fin août, début septembre. On avait les vaches, les chèvres, les moutons, les poules, un cochon, tout. Non, on monte tout. Quand on monte à l'alpage, on monte tout. En gros, pour la Saint-Jean, et on redescend plus tard pour la Saint-Michel, c'est-à-dire juillet, août, septembre, en gros 3 mois. Puis les vaches, après, elles restent à l'intérieur quand il y a la neige, donc à partir de novembre jusqu'à fin avril quand même. Là, on les a sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Le temps que la neige fonde et l'herbe pousse. Il faut faire les foins, il faut entretenir les maisons, il y a les cultures. C'est en bas qu'on fait les cultures, c'est pas en haut. Donc on part d'ici de la ferme, on fait tout à pied. Donc on monte derrière et puis on monte tranquillement jusqu'à l'alpage. C'est prenant, quoi. C'est un moment de l'année qui est marquant pour nous, quoi. Les vaches quittent en procession le village avec leur snaille, leur cloche. C'est un bruit merveilleux, elles montent, on les entend plus pendant tout l'été, elles restent là-haut. Et le moment le plus merveilleux, c'est quand elles reviennent, quand elles redescendent. Parce qu'elles le savent, elles connaissent les vaches d'une année sur l'autre, elles savent quand il faut monter. Et quand elles prennent le chemin pour monter, elles sont toutes folles, elles sont contentes. Elles savent que là-haut, ça va être bien, parce qu'il y a une bonne herbe.
Il fait plus frais aussi. Donc c'est vraiment en fond de vallée. C'est à la limite avec la Suisse et là on est côté France. Donc on peut voir toute la vallée. C'est un cul-de-sac, après on bascule vraiment sur la Suisse. Ça fait comme un arrondi, c'est bien vert, il y a pas mal de rhodos aussi. Et nous où on est, il y a plusieurs petits chalets. Donc il y a notre chalet d'alpage avec notre écurie. On a tout sur place. On peut traire, fabriquer, affiner tout sur place. Et il y a 3 petits chalets qui sont exploités par un petit restaurant aussi. En hiver, c'est les pistes de ski. Et en été, c'est un passage sur le Tour du Mont Blanc aussi. On parque un peu quand même. Il y a des limites où il y a 2-3 falaises sur le bas. Pour qu'elles mangent bien, on fait des repas, on appelle ça, pour qu'elles mangent bien chaque parcelle, pour bien que l'alpage soit bien mangé en fait, surtout l'été. On les parque un petit peu quand même, mais elles ont quand même un grand champ de liberté. Moi, je l'appelle ça la frontière du monde des hommes. Le monde des hommes, il est en bas, on le voit bien ici à Chamonix, le monde des hommes, il est là, dans la vallée, c'est là que ça bouge. Dès qu'on va monter, on ne doit plus habiter, à part les bergers qui passent une centaine de jours, les alpinistes, eux qui montent au sommet de la montagne, on redescend. L'alpage, on y est pour installer on est beaucoup moins haut, bien sûr. Les alpages, ils sont aujourd'hui, chez moi, ils sont entre 2002 et 2300 mètres, ils sont pas plus hauts. Après, il n'y a plus d'herbe. Ici, c'est un monde de silence, où règnent les bêtes domestiquées et sauvages, et, la nuit tombée, les esprits de la montagne. On a les petits follets, les servants, ce sont ces esprits domestiques qui habitent dans les chalets, qu'on les entend la nuit, on entend des petits pas, des petits bruits, on les appelle follets, les sarvants ou les servants. Ce sont ces petits lutins qui se réveillent quand on va se coucher, qui vont se coucher quand on se réveille. On les voit pas, on les entend. Il faut jamais le déranger, un petit lutin qui s'amuse, bien sûr. Autrement, il va vous faire des bêtises. Il faut savoir les écouter, les domestiquer, leur mettre une petite assiette avec un peu de lait dans un coin. Sinon, ils vont s'amuser à faire des farces et après, la vie dans le chalet va devenir très compliquée. Il y a une histoire où le berger il jette du tabac comme ça par terre, mais dans la bouse des vaches. Les petits follets adorent forcément le tabac, mais pour le chercher dans la bouse des vaches, ils sont en colère. Ils sont tellement en colère qu'à la fin, ils vont partir. Après, il y a d'autres histoires où il faut chanter une chanson, en le mettant au défi de rire ou de ne pas rire, ça dépend, ou de répéter la chanson. Donc, il y a toute une collection d'histoires sur ces petits êtres domestiques, on va dire. Les follets, ils peuvent aussi vous faire des misères à votre troupeau, quoi. Embêter les vaches, traire les vaches en pleine nuit, faire des tresses sur la crinière et la queue du mulet, embêter les chèvres pour qu'elles soient à moitié folles le lendemain et qu'on n'arrive pas à les traire, qu'elles s'enfuient là-haut dans les rochers. Voilà, attention. Donc il faut les domestiquer, il faut les avoir à la bonne, parce qu'autrement ça se passe mal. Après. Les personnes qui habitent ont une vie très simple, ce sont des agriculteurs, des fermiers. Bernadette Souda, guide du patrimoine. La vallée de Chamonix est étroite, je crois qu'on n'atteint pas le kilomètre dans sa largeur, une vingtaine de kilomètres dans sa longueur, donc on ne peut pas imaginer des troupeaux de 300 ou 400 bêtes, ce sont des petites exploitations avec une vache ou deux, une chèvre, un cochon, avec quelques lopins de terre pour cultiver le seigle, etc. Et c'est une vie simple. C'est une vie simple et c'est surtout ces montagnes qui entourent nos chamoniards. C'est un peu un lieu où on ne va pas. On a peur de ces montagnes, de ces aiguilles qui dominent la vallée. On a peur quand les avalanches descendent, on sait que ça peut être catastrophique. Les pierres qui tombent, etc. C'est des démons, c'est des diables et c'est pour ça que ces chamoniards ont toujours appelé leurs montagnes les monts maudits ou les montagnes maudites. Avant que l'on donne des noms à
à chaque sommet, c'est les monts maudits de Chamonix. Donc avec un nom pareil, c'est sûr qu'on n'a pas envie d'y aller. On entend, nous, de l'alpage, des fois les séracs qui tombent. Ça fait un petit écho, ça fait un gros écho, pas qu'un petit, donc des éboulis. Vous voyez les glaciers, il y a la langue glaciaire et après ça prend la forme de la montagne, en fait ça descend. Et c'est à ce niveau-là, la cassure, que on le voyait, tout simplement. Que là, en fait, dès qu'on est à l'alpage, on est déjà plus en altitude, on voit le bout des séracs, on voit même plus la cassure. Hein. C'est déjà reculé sur la langue qui est derrière, quoi. Là, il y a déjà plus de glace, en fait. À l'époque, ouais, les montagnes, elles faisaient peur, quoi. C'était... c'est les Anglais, quoi, quand ils sont arrivés, qui ont voulu gravir ces montagnes et ça a permis de se familiariser avec. Mais avant, non, c'était quelque chose qui faisait peur. Non. Des touristes sont venus, les agriculteurs les ont emmenés en montagne. Donc il y a eu ce côté, les guides qui sont arrivés, en fait, et ils ont vu... que ça gagnait plus quand même d'emmener des gens en montagne que de traire 3 vaches, quoi. Donc bon, après voilà, petit à petit le tourisme est arrivé à Chamonix aussi avec ça, les grands hôtels, les Anglais et les sommets à conquérir, et puis les agriculteurs ont disparu petit à petit. Nous on essaye de perdurer là-dedans, et puis finalement heureusement qu'il y a des avalanches pour qu'il y ait des terrains encore non constructibles et puis qu'on puisse exploiter ça, sinon il n'y aura plus d'agriculture dans la vallée, ça c'est sûr. Il fait plus chaud l'été, les vaches elles en pâtissent aussi, ça les dérègle sur leur cycle. Par rapport à la production de lait aussi, s'il fait trop chaud elles vont moins en faire. Après ici, nous vraiment on a encore la chance d'avoir de l'eau quand même. On n'est pas en bas de vallée où on a des collègues, ils souffrent les vaches pour boire. Nous on a encore l'eau qui coule des glaciers justement. Là voilà, là c'est l'Arve par exemple. L'histoire la plus belle que j'ai entendue, vraiment, quand j'étais très jeune, c'est l'histoire d'un petit berger. Alors toujours pareil, on a un berger qui garde des vaches, sauf que quand il va pour redescendre avec le troupeau, il y a un grand chien gris qui arrive de nulle part et qui fait le tour du troupeau. Le chien il rentre dans la montagne, c'est pire qu'un loup parce qu'il va s'amuser à faire courir les vaches, elles vont partir droit dans le pentu, sauter une barrière de rocher. Non mais c'est... Donc ce grand chien, ça l'inquiétait forcément. Le chien, quand il a eu fini de faire 3 fois le tour du troupeau, il a disparu comme il était arrivé. Bien sûr que, arrivé au chalet, il a raconté tout ça à la grand-mère qui tenait le chalet, qui se sont inquiétés, bien sûr. Et tous les jours, le chien faisait le tour du même troupeau et revenait. Et puis un soir, c'était le soir de la pleine lune, il venait de traire les vaches, de casser la croûte, quand ils ont entendu dans la nuit comme ça un hurlement. Un hurlement abominable. Oh, ils n'ont pas dormi de la nuit. Et le petit berger n'a pas pu dormir tout seul là-haut, dans la grange, non. Il a rejoint le lit de ses grands-parents tellement qu'il était terrorisé. Le lendemain matin, il se lève, la grand-mère, elle allume le feu, elle fait chauffer l'eau, ils boivent le café, et comme tous les jours, elle ouvre la porte et va voir le temps qu'il fait. Et ce jour-là, le ciel était brouillé de brume. Mais là-bas, du côté du glacier, le ciel paraissait plus noir, menaçant. Quand est arrivé de derrière le chalet un grand chien gris. Le grand chien gris. Le poil dressé sur l'échine, les oreilles droites en l'air, la queue en trompette, prête à bondir pour dévorer cette pauvre grand-mère. Elle est rentrée dans le chalet, elle n'a pas eu le temps d'enfermer la porte. Que le chien était là, elle a dit « ça y est, je suis perdue ». Elle va trouver un bout de pain qui traîne sur la table, le jeter au chien en disant « tiens, et que le bon Dieu te change de planète ». Et le chien va partir sans demander son reste. Alors elle va fermer la porte à clé, à tour de tour, quand un énorme orage va se déclencher, un orage terrible, qui va durer, dit-on, toute la journée. Et depuis cet orage, plus personne n'a revu le grand chien gris. Mais c'était cette époque où la Savoie était un duché du royaume du Piémont-Sardaigne, et que les gens de chez nous n'hésitaient pas à passer les frontières, à franchir les cols,
pour aller à la foire en France. Et ils étaient là-bas à la foire quand un inconnu s'est approché, les a salués. Après, il a regardé et lui a dit « Toi, Jean-Pierre, ta mère là-haut, qui tient l'alpage, elle avait vu un grand chien gris un jour. Ben, le chien, c'était moi. Alors qu'une vieille sorcière m'avait transformé en chien, sans le savoir, elle m'a délivré. Et en remerciement, il lui a donné une boursette. Il lui a dit, dedans, il y a toute ma fortune. Mais c'est pas pour toi, hein, c'est pour la vieille grand-mère. » Donc c'était pas forcément des histoires de pleine lune. Il y a plein de choses dedans. Il y a la pleine lune, il y a l'animal garrot qui a été délivré. Donc là, on le délivre. Alors pourquoi du pain ? Parce que le pain, c'est le produit du travail des hommes. Hein, pour faire du pain, c'est compliqué. Il faut semer les graines, il faut faire les moissons, il faut le battre, il faut le moudre, il faut le pétrir, il faut le faire cuire. Donc qu'il y avait d'autres animaux garous aussi. On peut avoir des chamois, on peut avoir des vaches, on peut avoir plein de choses. Enfin, voilà. Dès qu'il y avait quelque chose d'anormal, et ben voilà, donc ils estimaient peut-être que c'était un animal garou, donc ils se créaient une histoire. Enfin, l'animal garou, c'est pas forcément un animal méchant, hein, mais il a été mis comme ça dans cette peau d'animal garou, il doit en sortir ou pas. Et voilà, comment ça se passe, ça c'est un autre problème. Il y a beaucoup de brouillard souvent à l'alpage à Bâle. Des fois on n'entend que la voix, t'es où? Je suis là. Donc oui, il y a une ambiance particulière, quoi. Et moi j'ai le souvenir petite en ski, mes journées préférées c'est dans le brouillard. On voyait rien. Donc, des fois je filme les enfants l'été, là, on entend juste les voix. Déjà on leur en parle, hein, quand on entend déjà le bruit du sérac. On fera avec les photos et puis voilà quoi. Peut-être que l'ère glaciaire reviendra un jour, on ne sait pas hein, de toute façon. Mais voilà. 5 et 3. Celui de 5 ans il commence peut-être à comprendre, le petit. Pas encore. La montagne hallucinée, un podcast de l'Office du tourisme de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. À suivre, épisode 3. Songes cristalliers.